Essentiellement, nous allons voir les questions d'analyse interne, de mécanismes de choix, la matrice SWOT, et puis les 3 types de stratégies qu'il faut que vous connaissiez et auxquelles il faudra que vous fassiez référence dans vos travaux en atelier. L'école de la conception nous dit qu'un avantage concurrentiel apparaît lorsqu'il y a une concordance entre l'interne et l'externe. C'est-à-dire que l'entreprise est capable de mobiliser ses forces, de contrer ses faiblesses pour saisir les opportunités et contrer les menaces. Pour déterminer les forces et les faiblesses d'une entreprise, la tâche peut être immense. Donc, une des difficultés, ça va être d'être capable d'isoler l'information qui est pertinente pour prendre la décision stratégique sans se noyer dans les détails. L'objectif, ce n'est pas d'être exhaustif, ce qui est virtuellement impossible, mais d'avoir l'information pertinente pour raisonner. Il existe de nombreuses méthodes pour faire des diagnostics internes, de nombreux outils, vous en connaissez beaucoup. Il y a 2 grandes logiques. La première, c'est d'avoir ce qu'on appelle une approche fonctionnelle, c'est-à-dire de segmenter l'entreprise par fonction, marketing, finance, vente, production, RH, etc. et de regarder à l'intérieur de chaque fonction les forces et les faiblesses. L'inconvénient, évidemment, c'est qu'on a une approche en silo, une vision en silo, et que tout ce qui est plus transversal apparaît moins, et donc toutes les synergies qui peuvent être à l'origine d'avantages concurrentiels n'apparaissent pas. L'autre approche est une approche beaucoup plus transversale, où on va s'intéresser à des processus, à la façon dont les différents silos travaillent ensemble, et un des outils qui a été développé dans cette logique-là, c'est celui de la chaîne de valeur de Porter. Je n'insisterai pas là encore sur les outils parce qu'on les verra tout au long de la session. Donc gardez bien ça en tête, 2 façons de faire le diagnostic qui sont complémentaires, une vision en silo, une vision beaucoup plus transversale. Je ne vous présente pas la chaîne de valeur, vous la connaissez probablement, j'attire simplement votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une chaîne de valeur générique et que la première tâche que vous allez devoir réaliser quand vous allez faire un diagnostic, c'est de définir quelles sont les activités principales et les activités de soutien de l'organisation que vous étudiez et donc de bâtir la chaîne de valeur qui lui est spécifique. À titre d'exemple, vous avez là les chaînes de valeur très différentes de 4 organisations. Nous aurons l'occasion de rentrer plus en détail sur ces outils de diagnostic interne durant le cours. À ce stade-ci, que faut-il retenir? La première chose, c'est que ce que l'on cherche à comprendre, ce sont les forces, les faiblesses, les atouts, les limites, les manques, peu importe la façon dont on les appelle. En tout cas, les éléments qui, du point de vue de l'interne de l'entreprise, sont à prendre en compte dans la réflexion stratégique. Et il y a 2 types d'éléments qu'on va chercher à identifier. Le premier, c'est a-t-on ou pas les indispensables capacités, ressources, qui vont permettre de répondre aux facteurs clés de succès du secteur. Donc, je vous rappelle que les facteurs clés de succès, ce sont les éléments auxquels toute entreprise du secteur doit répondre, et en quelque sorte, on pourrait les appeler les basiques. Donc la première question stratégique, c'est est-ce que j'ai les basiques pour intervenir dans mon secteur? Sinon, si je ne les ai pas, il va falloir que je trouve un moyen de les développer ou de les acquérir. Mais évidemment, répondre aux basiques du secteur, c'est pas créer un avantage concurrentiel. Donc ce que l'on va chercher à faire, c'est aussi d'identifier les éléments, capacités, les ressources stratégiques que nous maîtrisons mieux que les autres ou que nous combinons mieux que les autres et qui vont nous permettre de bâtir un avantage concurrentiel. Donc ces ressources, ces capacités, on les appelle VRIS parce qu'elles sont valorisables, rares, non imitables, non substituables, on y reviendra. C'est la grille d'analyse qui nous permet d'identifier ces capacités ou ces ressources qu'on va être capable d'utiliser pour bâtir l'avantage concurrentiel. Donc, dans le processus de réflexion stratégique, j'insiste lourdement sur le fait qu'on ne va pas chercher à tout analyser, mais bien se focuser sur ces éléments-là au départ. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour répondre aux basiques du secteur, aux facteurs clés de succès, et quels sont les éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour bâtir un avantage concurrentiel, et on va chercher dans les stratégies directrices, dans les stratégies d'affaires, les stratégies d'internationalisation, à exploiter ces capacités VRIS, ces capacités rares. Sachant cela, du point de vue interne, l'objectif
du processus de réflexion stratégique, c'est de trouver les moyens pour accéder aux ressources et aux capacités nécessaires pour mettre en œuvre les ambitions stratégiques, non seulement y accéder, mais aussi les activer. Donc ça peut vouloir dire exploiter des capacités qu'on a à l'interne, mais ça peut aussi vouloir dire se tourner vers l'externe et trouver une façon, soit par des acquisitions, des partenariats, des relations de sous-traitance. En tout cas, il faut trouver les moyens pour mettre en œuvre les ambitions stratégiques. Les décisions, elles peuvent être de deux types. Elles peuvent être défensives, et à ce moment-là, ce qu'on va chercher à faire, c'est optimiser le fonctionnement actuel, optimiser l'exploitation des capacités et des ressources, afin d'augmenter la performance. Alors, ça peut être de chercher à réduire les coûts, d'augmenter la qualité, améliorer la réactivité, augmenter la capacité d'innovation. Donc à ce moment-là, les orientations stratégiques nous tournent vers l'amélioration de l'existant. On ne crée pas un nouvel avantage concurrentiel, on renforce l'avantage concurrentiel existant. Et puis il peut y avoir une approche plus offensive qui vise à exploiter les ressources et les capacités stratégiques pour bâtir de nouveaux avantages concurrentiels. Ça peut être par une expansion de marché, ça peut être par une diversification. En tous les cas, ça veut dire sortir de sa zone de confort actuelle pour aller se confronter à ses concurrents sur de nouveaux marchés. Et là, évidemment, on comprend l'importance de bien identifier les ressources et les capacités qui sont stratégiques, puisque c'est sur elles qu'on va compter pour gagner le combat concurrentiel. Dernier point, des capacités et des ressources stratégiques, il est rare qu'une entreprise en ait 25. Généralement, vous avez une liste de quelques éléments qui sont absolument significatifs. Une entreprise qui aurait déjà 3 capacités ou 3 ressources réellement différenciantes serait une entreprise qui serait dans une position tout à fait favorable. Donc si votre analyse vous amène une liste longue de capacités et de ressources stratégiques, refaites une petite analyse de la concurrence, probablement que vous avez raté des choses. Retour à la démarche générale, on a vu quelques éléments sur l'environnement externe, la grande logique sur l'analyse interne. Vient le moment du choix et là on va utiliser l'outil le plus courant, le plus classique dans la réflexion stratégique qui est le SWOT, qui a donc été élaboré par l'école de la conception. Le SWOT, l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces, vous donne un éclairage sur la situation, mais en soi ne vous aide pas à raisonner. Si on veut faire la réflexion stratégique, on a besoin d'un outil supplémentaire qui est le TOWS, qui est en fait la continuation du SWOT, qui permet de croiser l'analyse entre forces, faiblesses et opportunités et menaces. Donc on crée une matrice, en haut on met les forces, verticalement on met les opportunités et les menaces, et on va se demander comment on peut exploiter les forces pour saisir les opportunités, comment on peut contrer nos faiblesses pour être capable de saisir les opportunités, comment on va exploiter nos forces pour contrer les menaces, et comment on va compenser nos faiblesses pour faire face aux menaces. Et on va identifier un certain nombre de propositions stratégiques dans chacune des 4 cases, l'étape suivante étant de faire le choix parmi toutes ces propositions qui peuvent s'avérer contradictoires. Les termes utilisés sont consolidation, stratégie défensive, stratégie offensive et remise à niveau. Vous avez là des exemples de propositions stratégiques en lien avec les 4 types de stratégies. Cet exercice d'élaborer des propositions stratégiques, c'est le saut créatif du stratège. Il n'y a pas de lien systématique entre les éléments de diagnostic et les propositions stratégiques que l'on fait. Ou plus exactement, il y a des stratégies classiques dans des configurations d'environnement et de ressources particulières, mais évidemment, si on veut surprendre la concurrence, si on veut faire de l'innovation qui est plus radicale, il faut imaginer des propositions stratégiques inattendues, nouvelles, différentes. Vous avez là l'exemple de la matrice TOWS remplie pour Hoover. Notre diagnostic est fait. Il s'agit maintenant de prendre les décisions pour 3 grands types de stratégies. Les stratégies d'affaires, c'est-à-dire comment on va positionner nos différents produits, nos différents domaines d'activité stratégique sur chacun des marchés. Comment on va gérer nos différentes activités, on va parler à ce moment-là de stratégie directrice, et comment on va s'internationaliser.
Le quatrième type de stratégie sur lequel on n'insistera pas, ce sont toutes les stratégies fonctionnelles, c'est-à-dire comment les stratégies qui sont mises en place dans les différentes fonctions de l'entreprise, en marketing, en production, en RH, en finance, vont permettre de mettre en œuvre les trois grands types de stratégies d'affaires, directrices et d'internationalisation. On n'insistera pas sur les stratégies fonctionnelles, puisque vous les voyez dans tous les autres cours. Ceci dit, il faut intégrer dans le processus d'élaboration stratégique l'idée qu'une bonne stratégie, c'est une stratégie qu'on exécute, et donc la capacité à mettre en place des stratégies fonctionnelles est un facteur clé de succès de la réflexion stratégique. Pour un auteur comme Rummel par exemple, dans Good and Bad Strategies, ce qui fait une bonne stratégie, c'est le fait que les stratégies fonctionnelles, donc le potentiel de mise en œuvre, est intégré dans la réflexion stratégique plus globale. Ce que je vous propose de faire à présent, c'est de survoler ces trois grands types de stratégies en commençant par les stratégies d'affaires. Vous vous souvenez que j'ai mentionné plus haut que le choix du positionnement du couple valeur-prix sur le marché est de la responsabilité de la stratégie d'affaires. Donc quand on bâtit une stratégie d'affaires, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver le bon couple valeur-prix qui va nous permettre de nous différencier de la concurrence. Et là, il y a plusieurs façons de se différencier et je vais vous proposer de les survoler rapidement à présent. Donc, raisonnons de la façon suivante. Le point noir constitue votre positionnement actuel sur le marché et la question qu'on se pose, c'est comment faire évoluer ce positionnement. C'est évidemment en jouant sur le couple valeur-prix. Donc imaginons qu'on décide d'augmenter la proposition de valeur qui est faite au client, soit parce qu'on améliore le design, on rajoute des fonctionnalités, on améliore le service après-vente, la garantie, en tout cas peu importe. On crée plus de valeur pour le client le perçoit, est prêt à payer plus, donc on augmente dans le couple valeur-prix la valeur et le prix. On va parler d'une stratégie de différenciation. C'est ce que fait par exemple Apple ou Samsung en mettant sur le marché des téléphones qui sont toujours plus sophistiqués, qui sont vendus toujours plus cher, ou c'est ce que fait l'industrie du luxe. Autre stratégie possible, trouver un moyen de réduire ses coûts de production de telle sorte que le prix offert au client puisse être réduit tout en préservant les marges. Et là, on ne change pas le produit, la valeur proposée au client reste la même, simplement on est capable de réduire le prix, et c'est ce qu'on appelle une stratégie de domination par les coûts. Différenciation, domination par les coûts, ce sont les deux grandes stratégies génériques proposées par Porter, et on verra que Porter les regarde soit du point de vue du marché dans sa globalité, soit d'un segment de marché particulier. Mais vous constatez qu'il y a deux autres types de stratégies qui sont un peu plus embarrassantes à ranger dans la logique de Porter et qui ont en fait beaucoup été exploitées depuis les années 80, époque à laquelle Porter a développé ses stratégies génériques, beaucoup en exploitant les technologies, l'informatisation, etc. Donc, la première, c'est la rupture stratégique. Elle permet de faire quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire d'augmenter la valeur qui est proposée au client tout en réduisant les coûts et donc en baissant les prix. Donc en gros, on en offre plus au client pour moins cher. Alors comment on fait ça? Je vous donnerai l'exemple de Zara par exemple. Ça sera, j'en ferai une capsule, des vidéos particulières, mais vous verrez que Zara, Ikea par exemple réussissent à en donner plus aux clients en facturant moins cher. Par exemple, dans le domaine de la prothèse dentaire, on est capable de faire des prothèses dentaires qui sont aujourd'hui de meilleure qualité, beaucoup plus précises, à un prix inférieur. Comment? En exploitant la technologie de l'impression 3D. Donc, le changement technologique permet de mettre en place des stratégies d'affaires en rupture stratégique dans ce domaine-là. Autre possibilité, celle du low cost, que vous connaissez bien, dans laquelle on va réduire les services qui sont offerts aux clients, on va les réduire de manière tellement significative qu'on va être capable de faire une différence au niveau des prix. Et le client va continuer à acheter parce que même si le service est dégradé, le prix est tellement plus bas que c'est un avantage. Alors c'est le low cost dans le domaine du transport aérien, par exemple, ça a révolutionné le transport aérien.
Et aujourd'hui, paradoxalement, ce sont les entreprises de transport aérien qui font le plus de marge, le plus de profit, sont les low cost. Donc on est capable de faire de l'argent en adoptant des stratégies de low cost. Donc, rupture stratégique, stratégie de coût low cost, très souvent, une des conditions pour être capable de les mettre en œuvre, c'est d'avoir des effets d'échelle et donc des parts de marché importantes sur des marchés qui sont eux-mêmes larges. Et les stratégies de différenciation, plus vous allez vers de la différenciation, plus vous allez vous retrouver dans des marchés de niche, puisque les gens qui seront prêts à payer ou qui vont reconnaître la valeur de votre offre vont se réduire. Voyons à présent les stratégies directrices. Donc, la stratégie directrice, son rôle, c'est de définir comment l'entreprise va gérer ses activités. Et ça suppose de regarder les choses sous deux axes. Un axe horizontal, c'est-à-dire comment l'entreprise va gérer ses domaines d'activité stratégique, est-ce qu'elle va se diversifier, est-ce qu'elle va au contraire se spécialiser, et un axe vertical qui pose la question de savoir comment l'entreprise va structurer les activités de sa chaîne de valeur, donc le niveau d'intégration verticale qu'elle va choisir. Alors comme je sais que la différence entre stratégie directrice et stratégie d'affaires n'est pas toujours très simple, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, Bombardier avait 3 domaines d'activité stratégique. Le premier, c'était la fabrication d'avions, qui générait 50% des revenus, 16% des bénéfices. Les transports, qui généraient 70% des bénéfices. Et les produits récréatifs, qui généraient 14% des bénéfices. Dans les produits récréatifs, il y avait plusieurs marques. Skidoo, Sea-Doo, Rotax, Evinrude, Johnson, donc les différentes marques qui faisaient motoneige, les motos marines, les bateaux, les moteurs de bateaux, etc., etc. Donc dans un domaine d'activité stratégique, on peut avoir plusieurs marques. Au début des années 2000, Bombardier a besoin de financement pour développer ses projets aéronautiques auxquels elle croit beaucoup et qui sont au cœur de la vision de l'entreprise pour le futur. Pas beaucoup de choix, l'ouverture de capital est pas une bonne idée, et donc il faut céder des actifs. Elle a le choix entre vendre Bombardier Transport et Bombardier Produits Récréatifs. Bombardier Transport, ça représente une part extrêmement importante de sa performance, et la division, le domaine d'activité stratégique produits récréatifs et performant génère de la rentabilité et donc est un actif intéressant à vendre. La vente va rapporter 1,2 milliard de dollars qui va être essentiellement réinvesti dans le domaine d'activité aéronautique. BRP est vendu à un fonds de pension. Bombardier reste, la famille reste actionnaire pour garder un œil sur ce qui s'y passe. Et donc, Bombardier va se recentrer sur 2 domaines d'activité stratégique, l'aéronautique et le transport, et BRP va vivre sa vie de son côté avec ses marques. La gestion des différents domaines d'activité stratégique, donc le fait de décider de se recentrer, de faire une cession d'actifs, c'est ça que l'on appelle, c'est une des dimensions, c'est la dimension horizontale de la stratégie directrice. La stratégie d'affaires, ce serait de se dire, Bombardier Aéronautique, sur son marché, quel est son positionnement par rapport à ses concurrents? Bombardier Transport, sur son marché, quel est son positionnement par rapport à ses concurrents, et plus précisément, chacun des produits de Bombardier Aéronautique, chacun des produits de Bombardier Transport, comment est-ce qu'ils se situent sur leur marché? De la même manière, BRP, comme entreprise globale, quel est son positionnement, comment elle se situe, et comment se positionne chacune de ces marques. Donc, vous voyez que stratégie directrice et stratégie d'affaires, c'est bien 2 niveaux radicalement différents qu'il faut bien distinguer. Quand on fait de la stratégie directrice, de manière caricaturale, je dirais, on joue au Monopoly. En tout cas, on décide des domaines d'activité stratégique ou des divisions qu'on achète, qu'on vend, comment on orchestre les différentes divisions. Quand on fait la stratégie d'affaires, on se demande pour chacune de nos domaines d'activité stratégique, chacun de nos produits, chacune de nos marques, comment elle se situe sur son marché par rapport à ses concurrents. Avec Bombardier, on a beaucoup parlé de stratégie directrice du point de vue
horizontal, donc du point de vue de la gestion des domaines d'activité stratégique. Deuxième axe des stratégies directrices, c'est l'axe vertical, le niveau d'intégration verticale. Évidemment, l'intégration, elle peut se faire vers les fournisseurs ou vers les distributeurs. S'intégrer verticalement, ça veut dire acquérir ou développer soi-même une filiale qui va réaliser des tâches qui sont en amont dans notre chaîne de valeur ou en aval. Donc on va par exemple racheter son fournisseur de pièces, racheter son distributeur. Deuxième type d'intégration, c'est ce qu'on appelle l'intégration horizontale, dans laquelle on va racheter un concurrent, c'est-à-dire quelqu'un qui fait les mêmes choses que nous, soit pour gagner des parts de marché, soit parce que veut s'internationaliser et que c'est une bonne façon de rentrer sur un marché que d'acheter quelqu'un qui est déjà présent et qui le connaît bien, soit parce qu'on veut acquérir des ressources que le concurrent détient et dont on a besoin. Je vous laisse regarder pourquoi on peut faire le choix de l'intégration verticale. C'est assez clair, puis si vous avez des questions, je vous invite à les poser sur le forum. Un point cependant, souvenez-vous, dans la première séance, j'insistais sur le fait qu'il est important de comprendre où est la valeur dans la chaîne de valeur d'une industrie. Et pour une entreprise qui se situe quelque part dans la chaîne de valeur de l'industrie, aller chercher à capter la valeur à un autre stade que le sien, ça peut être un des motifs de l'intégration verticale. Donc, nous avons vu l'axe vertical, revenons sur l'axe horizontal. Comment gérer ces domaines d'activité stratégique? Est-ce qu'il faut se diversifier, aller sur plusieurs marchés, ou au contraire, faut-il se spécialiser, rester monoproduit, monomarché? Il n'y a pas là encore de solution idéale, tout dépend de l'entreprise, de ses capacités, de sa vision. Un point clé sur les questions de diversification. Le choix d'une diversification, c'est celui d'exploiter des capacités ou des ressources qui sont stratégiques et dont on va essayer de tirer du profit sur des marchés qui sont différents. Donc quand on se diversifie, c'est bien parce qu'on a identifié des choses qu'on pense être stratégiques et être exploitables sur des marchés différents. Un peu de terminologie, et on va voir dans ce cas-là comment une entreprise peut chercher à exploiter des savoir-faire dans des marchés nouveaux. Il y a trois grands types de diversification. La diversification concentrique, on va exploiter le même produit essentiellement sur un nouveau marché. On pensait par exemple aux rasoirs Gillette, qui sont au départ conçus pour des hommes. Ils se sont rendus compte dans des études un peu ethnographiques que les femmes utilisaient les rasoirs de leur mari, et ils se sont dit, tiens, si on adaptait notre rasoir pour toucher le marché des femmes, quelques modifications ont permis de générer et d'exploiter en fait les brevets, le savoir-faire marketing, le réseau de distribution qui avait été développé pour les rasoirs d'hommes. Donc là, on voit bien comment on exploite des capacités stratégiques sur un nouveau marché. Autre type de diversification, c'est un nouveau produit, mais qui sert à desservir le même marché. Donc on exploite notre image de marque, on exploite notre accès au client, on exploite la confiance que le client a dans la marque pour lui proposer des produits complémentaires dans son univers de consommation. Donc même exemple avec Gillette, on part avec le rasoir et on se rend compte que un homme qui se rase, ça n'utilise pas simplement un rasoir, et on décline toute une gamme de produits qui vont d'abord concerner le rasage et petit à petit s'éloigner pour concerner l'hygiène, voire la beauté masculine. Et puis troisième type de diversification, ce qu'on appelle une diversification conglomérale, dans laquelle on va développer des nouveaux produits, des nouveaux marchés, par exemple Bombardier, avion, train, moto-marine, on était vraiment dans une diversification conglomérale. Nouveaux produits, marchés différents, c'est pas les mêmes réseaux de distribution, c'est pas les mêmes facteurs clés de succès sur ces différents marchés, ce sont pas nécessairement les mêmes concurrents, simplement, ça permet de diversifier le risque et ça peut permettre de créer des synergies. Par exemple, des technologies qu'on va développer dans un secteur peuvent être utilisées dans l'autre, l'image de marque, la gestion des carrières, des aspects financiers. Donc on peut créer
un certain nombre de synergies, générer des effets d'échelle, ou par exemple centraliser un certain nombre de fonctions support, la RH, la finance, la comptabilité, etc., l'administration en général, qui sont pas stratégiques dans chacun des secteurs, mais qui génèrent des coûts. Donc si on les centralise, on va réduire les coûts de fonctionnement dans chacune des divisions, dans chacun des domaines d'activité stratégique, et donc leur permettre d'améliorer leur positionnement sur le marché. Ces trois grands types de diversification cherchent, je le répète, à exploiter des savoir-faire particuliers des entreprises. Là encore, je vous propose de regarder le pourquoi se diversifier et d'aller sur le forum si vous avez des questions. Troisième type de décision stratégique à prendre, le niveau d'internationalisation. On peut décider comme entreprise de rester sur son marché d'origine, mais il est bien évident que si on veut trouver des relais de croissance, à un moment, la question de l'internationalisation va se poser. C'est un risque important. Les coûts pour s'internationaliser sont extrêmement élevés. Ça génère des risques importants. Donc c'est toujours une décision complexe à prendre. Qu'est-ce qui peut pousser une entreprise à s'internationaliser? La première raison, ce sont des facteurs de marché. Il y a le produit qu'on a peut être exploité ailleurs, il y a une demande qui existe ailleurs. La concurrence dans les marchés de destination laisse une place à des nouveaux entrants. Ou bien on a des clients qui demandent à être suivis à l'international. Par exemple, si vous êtes une banque, votre client va préférer que vous soyez capable de l'accompagner partout sur la planète. Une banque comme HSBC, c'est clairement son positionnement. Évidemment, si vous voulez partir à l'international avec comme banquier Desjardins, vous allez avoir un problème. Autre facteur, on pense très vite évidemment au facteur de coût, c'est-à-dire d'aller exploiter des coûts de production qui sont moins élevés ailleurs. On va aller en Asie du Sud-Est ou en Europe de l'Est, ou en Amérique du Sud ou en Afrique du Nord pour produire à moindre coût. Ça peut être des facteurs aussi strictement réglementaires. C'est-à-dire que si vous voulez vendre sur ce marché-là, vous n'avez pas le choix que de vous y installer, vous ne pouvez pas fonctionner par exportation. Par exemple, le Buy America Act oblige aux États-Unis sur un certain nombre d'appels d'offres publics à choisir des fournisseurs qui fabriquent aux États-Unis. Et donc, si vous voulez vendre dans le cadre de ces appels d'offres, vous n'avez pas le choix que de vous installer aux États-Unis. Ça peut être aussi des questions environnementales. Enfin, il y a des facteurs concurrentiels, soit pour générer des effets d'échelle qui vont vous permettre de réagir face à vos concurrents, soit parce que vos concurrents eux-mêmes s'internationalisent. Vous n'avez pas le choix et vous décidez de vous lancer dans cette aventure très risquée qui est l'internationalisation. À partir de là, la stratégie va chercher à définir les modalités du développement de cette internationalisation. Et en fait, il y a 4 grands types de stratégies qu'on va voir à présent. S'internationaliser, c'est prendre des décisions sur 2 grands axes. Le premier, c'est dans quelle mesure va-t-il falloir adapter le produit, nos façons de faire, aux particularités locales, aux particularités du marché, au système de distribution, aux réglementations locales. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle la pression pour la localisation. Dans quelle mesure va-t-il falloir s'installer, s'adapter sur chacun des marchés? Et le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle les pressions pour l'expansion globale. Dans quelle mesure va-t-on organiser notre chaîne de valeur d'un point de vue global pour tirer profit des avantages concurrentiels de chacun des territoires. C'est-à-dire que par exemple, on va structurer notre chaîne de valeur à l'échelle mondiale en exploitant notre centre de recherche près du MIT aux États-Unis, notre usine de production de tout ce qui est sans valeur ajoutée dans notre produit, on va faire ça en Asie du Sud-Est, et tout ce qui nécessite dans la fabrication du savoir-faire un peu plus sophistiqué, on mettra notre usine quelque part en Occident. Donc quand on fait ça, on organise, on orchestre la chaîne de valeur, les différentes activités de la chaîne de valeur
à l'échelle de la planète en exploitant les avantages concurrentiels de chacun des territoires. Et c'est ce qu'on va appeler la pression pour la globalisation. Donc on voit qu'à ce moment-là, on a 4 types de stratégies qui apparaissent. La stratégie globale, la transnationale, la multidomestique et la multinationale, et on va essayer très rapidement de préciser le contenu de ces stratégies-là. Une stratégie multidomestique, c'est une stratégie dans laquelle on va s'adapter aux particularités locales, que ce soit les attentes des consommateurs, les façons de faire des affaires, et on va bâtir une chaîne de valeur complète dans chacun des marchés dans lesquels on s'installe. Exemple avec News Corporation, qui est le holding de Rupert Murdoch, un des magnats de la presse sur la planète, qui détient des titres de presse partout sur la planète, sur tous les continents. Des titres qui peuvent être très locaux, peuvent concerner parfois un quartier, ou des titres qui sont nationaux. Il faut bien comprendre que la presse est une activité très localisée. Quand on lit un journal, on a besoin de connaître de l'information proche de soi. Et quand on est sur des journaux très localisés, on s'intéresse aux chiens, à la rubrique des chiens écrasés et à la nécrologie. Donc, on a aussi besoin, pour que les journaux puissent être publiés à 6 heures tous les matins, on a besoin d'imprimeries qui sont proches des destinataires et des lecteurs. Donc on ne peut pas avoir une chaîne de valeur qui est mondialisée pour des journaux. Rupert Murdoch avait essayé, donc il y a quelques années, s'est dit, si je veux m'affranchir de la contrainte de l'impression, je vais faire un titre de presse qui va être sur iPad uniquement, et qui va avoir une seule salle de presse avec une centaine de journalistes qui vont couvrir la planète entière. Ça a été un échec total puisque le produit final était très aseptisé, très mondialisé, et donc n'était pas capable de toucher des gens à un niveau local. Il n'avait pas le point de vue local qui est nécessaire dans la presse. Donc la presse, typiquement, c'est une industrie multidomestique. Et si vous voulez développer un titre de presse quelque part, il faut bâtir une chaîne de valeur complète dans le marché que vous visez, c'est-à-dire avoir des journalistes, avoir un réseau de distribution, avoir des imprimeurs locaux. Autre type de stratégie, les stratégies multinationales, dans lesquelles, là encore, on va bâtir une chaîne de valeur complète dans chacun des marchés dans lesquels on s'installe, mais on ne va pas adapter l'offre, puisque ce sont des produits standardisés qui n'ont pas besoin d'être adaptés aux particularités locales. Le béton est un produit qui est difficilement transportable, donc on met les usines proches des marchés, et les technologies de production sont les mêmes à quelques détails près partout sur la planète. Donc une entreprise comme Lafarge, qui est un des leaders mondiaux, reproduit la même usine partout sur la planète à quelques détails près, et donc a un modèle optimisé d'usine, et va partager les savoir-faire, et tout ça est très centralisé. Autre exemple, le lait, un producteur de yogourt va reproduire dans chacun des pays la même chaîne de valeur, en impliquant des producteurs de lait, des usines de transformation et des distributeurs. Autre type de stratégie, les stratégies globales dans lesquelles on bâtit une chaîne de valeur qui est mondialisée, qui exploite les avantages concurrentiels des différents territoires, mais dans laquelle l'offre est identique partout sur la planète. Exemple avec Schrader, qui est le leader mondial de la conception et la fabrication des valves et d'un certain nombre d'autres composants. Ce sont des composants qui sont standardisés partout sur la planète, ils ne sont donc pas adaptés aux différents marchés, et on voit que Schrader a mis en place une chaîne de valeur qui exploite les différents avantages des territoires, et on va voir que la solution qui est mise en place par Schrader est assez classique. Le centre de recherche est en Angleterre, où on trouve de la main-d'œuvre formée. Les valves elles-mêmes, qui ont finalement assez peu de complexité dans la fabrication, sont fabriquées en Chine. Et vous voyez que l'assemblage et la fabrication des aspects un peu plus sophistiqués, où il y a plus d'électronique, Dernière catégorie, les stratégies transnationales, qui sont celles qui sont de plus en plus populaires pour les entreprises qui s'internationalisent, dans lesquelles on adopte une chaîne de valeur qui est mondialisée, tout en adaptant l'offre et les façons de faire aux particularités locales. Grand classique de ce type de stratégie, les entreprises automobiles,
qui ont donc une chaîne de valeur qui, elle, est complètement mondialisée, avec des centres de recherche un peu partout, des usines un peu partout, spécialisées en fonction des marchés, de la complexité, etc., etc. Et puis des modèles de voitures qui restent adaptés aux particularités locales. Donc là, vous avez par exemple un modèle de voiture de chez Renault. On voit que sur certains marchés, il y a un petit coffre à l'arrière, et sur d'autres, il n'y a pas de coffre à l'arrière. Donc Renault adapte, comme tous les constructeurs, adapte ses produits aux particularités locales et crée une chaîne de valeur qui est mondialisée. Ça permet de gagner sur les deux tableaux. Nous avons donc vu les trois grands types de stratégies. Stratégie d'affaires, comment on se positionne sur son marché, stratégie directrice, comment on gère ses activités, et stratégie d'internationalisation. On reviendra en détail sur tous ces éléments-là durant la session. Mais pour finir cette introduction à la pensée stratégique, il y a un certain nombre de points qu'il faut rappeler. Il n'y a pas de bonne stratégie, de stratégie parfaite qui irait pour tout le monde, mais il y a des stratégies qui sont adaptées à chaque entreprise. C'est ce que nous révèle la stratégie de la conception, la planification stratégique. Il y a des stratégies qui sont centrées sur les objectifs de création de valeur de chacune des entreprises. Évidemment, quand vous êtes une ONG, quand vous êtes une entreprise familiale, quand vous êtes une entreprise avec des actionnaires qui ont des visées à court terme, les objectifs de création de valeur ne sont pas les mêmes, et donc il va falloir adapter les stratégies qui sont mises en œuvre. Faire de la stratégie, c'est gérer des dilemmes. Premier gros dilemme, c'est faut-il rester dans son métier d'origine ou faut-il se diversifier, soit dans des nouveaux marchés, on va parler de diversification, soit à faire de l'intégration verticale. Il y a beaucoup d'intérêt à se diversifier, à faire de l'intégration, vous l'avez vu plus tôt, mais il y a de gros risques. Le premier, c'est le risque de la légitimité. Est-ce que mes partenaires, est-ce que mes clients me perçoivent comme légitime quand je rentre dans un nouveau marché ou dans une nouvelle activité? Je vous donne un exemple. Bic, que vous connaissez probablement pour les stylos ou pour les briquets, a exploité son savoir-faire en matière de thermoformage, en matière de fabrication plastique, pour se lancer dans le marché des planches de surf, par exemple. Eh bien, Bic avait décidé, il y a de cela quelques années, de se lancer dans le marché du parfum, qui serait vendu chez des buralistes ou chez des dépanneurs, et pour ce faire, avait travaillé avec les meilleurs nez pour avoir des parfums d'excellente qualité. Simplement, la légitimité de la marque sur ce nouveau marché était complètement nulle, et ça a été un désastre. Donc un des dilemmes, c'est jusqu'où puis-je exploiter ce que j'ai identifié comme des capacités ou comme des ressources stratégiques sur des nouveaux marchés, sur des nouvelles activités, sans me mettre en péril. Donc il y a la question de la légitimité. Puis la deuxième question qui se pose, c'est la question du focus. Très souvent, le conseil qui est donné en stratégie, c'est de rester focusé sur un certain nombre d'activités, sur un certain nombre de marchés, afin de concentrer ses ressources. Parce que si on étale trop ses ressources, si on est présent partout, on ne sera pas capable d'avoir le même impact dans chacun des segments, dans chacun des marchés, et on risque de se faire battre sur ces marchés-là par ceux qui sont spécialisés dans ces marchés-là et qui donc, eux, ont toutes leurs ressources à consacrer sur un petit marché, alors que nous, on s'éparpille. Donc, très souvent, et c'est souvent des conseils d'ailleurs des actionnaires, il faut rester focusé et non pas trop s'éparpiller ou se diversifier. Et pourtant, il y a des situations dans lesquelles la bonne stratégie, c'est de s'éparpiller. Je vous donne un exemple, Crud'Essence, qui est une compagnie qui est un des pionniers au Québec de l'alimentation crue, s'est retrouvé face à une problématique qui était, quelle que soit la qualité de leurs produits, ils devaient éduquer leurs clients. Et donc, pour être capable d'inventer, de créer leur propre marché, ils ont décidé de se diversifier très vite et très largement en ayant un restaurant, des comptoirs, travailler dans l'édition de livres de recettes, une école de formation de chefs ou en tout cas de cuisiniers dans le domaine du cru, etc., etc. Donc beaucoup d'activités, et quand vous parlez avec le patron de Crud'Essence, il vous dit que le conseil que tout le monde lui donne, c'est focus tes ressources, arrête de te diversifier. Lui, sa réponse, elle est en deux temps. Un, il a une mission qui est de faire découvrir le cru, donc ça c'est la mission de l'entreprise, qui donc a une influence sur la stratégie. Et deux, il dit, si je veux
me créer un marché de clients, parce qu'il n'y a personne au départ qui demande à manger cru, si je veux me créer mon marché, je suis obligé de travailler mon marché sous plusieurs dimensions, sous plusieurs axes, afin de créer ma propre demande. Et il y a plusieurs exemples d'entreprises qui ont besoin de créer son marché, qui ont besoin de se diversifier très vite. Donc, la question du focus, de la légitimité, deux questions très très difficiles auxquelles il faut répondre, parce que la tentation, évidemment, c'est d'essayer d'exploiter au maximum les capacités et les ressources qui sont différenciantes. Dernier point, dernier petit conseil quand vous faites de la stratégie, il faut vraiment avoir conscience que quelqu'un, quelque part, fait mieux que vous, c'est à peu près sûr. Et même si ce quelqu'un est sur une toute petite niche aujourd'hui, dans un pays lointain, vous n'êtes pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Et au minimum, vous devriez vous intéresser à ce qu'il fait pour vous-même en tirer des leçons et améliorer vos propres façons de faire, votre offre, vos processus, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le benchmarking. La stratégie, le meilleur stratège, c'est quelqu'un de modeste et qui reste aux aguets parce qu'il sait que dans un environnement hyper concurrentiel, la menace est partout et que quelqu'un, quelque part, fait mieux que lui. Et c'est la même question, le même réflexe que d'ailleurs vous pouvez adopter pour votre propre plan de carrière. Beaucoup des outils qu'on voit en stratégie sont tout à fait utilisables quand on réfléchit à sa propre vie professionnelle. Donc, voilà un survol des principaux concepts. J'ai glissé quelques réflexions, quelques conseils au milieu. Tout au long de la session, on va raffiner des outils et puis je vous donnerai des exemples dans d'autres vidéos qui vous aideront à mieux comprendre un certain nombre de concepts, un certain nombre de réalités et de tendances futures. Évidemment, si vous avez des questions, des commentaires sur cette présentation, n'hésitez pas.